va nous voir de partout.
Nutrition de gros plans. Des bénéfices scientifiquement prouvés avec des ingrédients de haute qualité, cuits avec soin pour une assimilation supérieure des nutriments. Prenez soin de votre chien avec gros plans. Bonjour à tous. Par rapport à mon ancienne rap manuelle, elle élimine beaucoup plus facilement les callosités, tellement plus rapide et les résultats sont bien meilleurs. Ok, c'est parti. On vous entend. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Jean-Patrick. Bonjour. Salut Luc. Bonjour à tous. Bonjour. Jean-Patrick. Bonjour. Salut Luc. Salut. Ah, t'es beau mon Didier. Hein. Salut Luc. Salut. Merde, comment ça s'appelle déjà? C'est sans nom d'une fille. Ça te parle pas? C'est pas celle qui était dans. Ah non, mais non, ça doit être dans la mandale. Ah, t'es beau mon Didier. Hein. Ah, mais Bonjour à tous. Bonjour. bonjour, sport. Bonjour à tous. Merci. Bonjour, bonjour. Salut tout le monde. On est bon là? Je sais pas pourquoi il me donne ça. Ah, Diane. Curieux qu'on n'a pas de. On n'a pas de son. Salut Sylvie. Le son dans le projecteur, ça c'est. Non, le son sort pas, mais dans le projecteur, c'est ce qui ne devrait pas être le cas. Bonjour tout le monde. Bonjour. Si on m'entend? Si, on m'entend. Qui c'est qui fait l'appel? Une feuille d'appel. On va faire court. Hein. Waouh! Je vais être dans mon bureau, moi. Attention. Bonjour tout le monde. Bonjour. C'est bon, Christian? Même sans le micro. Ah, mettez-le Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Bonjour tout le monde, je vous entends. Très bien. Oui. Je vous propose de partager.
Pourquoi ça ressort là encore ce truc là? Ferme. Ah, mais c'est affreux. J'ai pas pris mon ordi. Ils sont pas passés vite, là, ça. Et puis, j'aime pas de livre. Didier qui écrit, on est déjà en direct sur Facebook, la population josephoise doit Christian Meillat manger les biotins. Machin de CD, là, qui apparaît sur Lequel? un graphique de CD. Là. Ah, c'est quand il y a quelqu'un qui se demande la mission. Qui demande la mission à ça. On attaque. 18h30. C'est bon? On peut y aller, David? Bien, bonsoir à toutes et tous. Je vous propose d'ouvrir cette séance du Conseil municipal du 14 décembre 2020. Nous allons commencer par vérifier le quorum. Donc, pour ce faire, je vais faire l'appel. Ah, alors, nous, on a le retour. Donc, Serge Pichot, il est là. Pierre Montagnon. Il est là. Il est là. Sylvie, Vous m'entendez? oui, c'est bon, Pierre, on t'entend. Sylvie Viera-Dinalo. Présente. Sylvain Kemoé. Présent. Nadia Kamala de Souza. Présente. Luc Lévy-Alvarez. Présent. Ray Raïssa. Présente. Guy Francis. Présent. Buisson Magali. Présente. Neyac Christian. Présent. Bonnefond Philippe. Présent. Bonny Marie-Françoise. Présente. Coulon Véronique. Présente. Da Silva Alexandre. Présent. Debord Chantal. Présente. Depiné Karine. Depiné Karine. Pas avec nous pour l'instant. De Matos Otelinda. Est excusé. Excusez. Est-ce qu'elle a donné un pouvoir? Oui. Alex. Oui. Alexandre, d'accord. Devers Luc. Présent. El Otmani Fatima. Fatima. Je ne vous ai pas encore rejoint. Giraud Thierry. Présent. Grenier Jean-Patrick. Présent. Grenier Thierry. Bonsoir et présent. Laplanche Lionel. Lionel, je le vois, donc. Il a l'air d'avoir un problème avec l'audio, mais on le voit, oui. Ouais, il est là, mais il ne nous entend pas. La Serme Laetitia. Présente. Lavadou Janine. Présente. L'épée Grégory. Je dirais pourquoi. Grégory. Il n'est pas avec nous. Longchambon Christian. Présent. Martin Didier. Présent. Mouton Sylvie. Présente. Pépin d'Albia Catherine. Présente. Thèse Christelle. Présente. Et Michel a donné pouvoir à Chantal Debord. Julie Nassima. Présente. Très bien. Donc, on a deux pouvoirs. Je sais pas. Donc, on a le quorum. Je vous propose comme secrétaire de désigner notre ami Thierry Giraud. Oui, c'est bon. On ne voit pas.
Yes. Fatima, là. Alors, pour l'instant, on ne voit ni Fatima ni Karine Dépinet. Bon, nous rejoignons en cours de route. Il nous partage l'écran, on aura juste à lire. Sur la proposition de Thierry Giraud, de désigner Thierry Giraud secrétaire, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Ok, donc je vous propose d'adopter le compte-rendu du conseil municipal du 9 novembre dernier qui vous a été adressé en même temps que cette convocation. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Donc, le compte-rendu est adopté. Je vais vous donner lecture de l'ordre du jour de cette séance. Donc, en point 1, il y a Fatima qui est rentrée. D'accord. Fatima, tu es avec nous? Il manque Karine. Il faut que tu l'acceptes, je pense. C'est fait. C'est fait. Il y a un petit délai, le temps que ça arrive. Fatima, tu nous entends? J'ai personne en attente. Personne en attente. Non. Bon. Tous les participants sont arrivés. D'accord. Bon, je poursuis la lecture de l'ordre du jour. Donc, au chapitre finances, on a 3 points. Premier point, subvention à une association. Point 2, subvention exceptionnelle au club Gerzard Verne BMX. Point 3, travaux d'éclairage public, convention avec le SIEG. Un dossier en lien avec la délégation urbanisme, donc à savoir le renouvellement de la convention d'adhésion au service commun des autorisations des droits du sol. En divers, en point 5, l'adhésion au dispositif territoire zéro chômeur de longue durée, donc la construction de la candidature à la signature d'une convention de partenariat. Et ensuite, les questions diverses. Est-ce qu'il y a des questions diverses? Oui. Oui. Alors, je vous écoute. Qui a des questions diverses? Moi, j'en ai, Chantal, j'en ai. Et je pense Chantal. qu'Alex en a aussi. Chantal, allons-y. Oui. On t'écoute. Voilà, première question, je voudrais savoir qu'en est-il du programme, de votre programme qui était basé sur l'écologie? Est-ce que vous avez avancé? Quels sont les projets à venir? Oui, ok. Après, on avait posé une question lors d'un ancien conseil municipal. On nous avait répondu qu'il y avait des choses qui n'auraient pas pu être dites en public. Donc, on pose la même question, mais différemment. Pouvez-vous nous envoyer sous forme de document privé avec le nom, le prénom, la fonction de toutes les personnes qui ont eu des augmentations depuis le début de votre mandature, ainsi que on voudrait avoir le prévisionnel de ce que vous pensez faire également. D'accord. Et ensuite, je voudrais poser la question, mais on y reviendra, j'aurai d'autres questions, mais dans l'ordre. J'aimerais savoir que vont devenir tous les budgets que vous avez, qui ont été non utilisés sur l'année 2020, par contre, qui ont été budgétés. Qu'est-ce que ces sommes d'argent vont devenir? Voilà, merci. Okay. Je prends le relais, si vous le permettez. Du coup, moi, j'avais plusieurs questions également. Qu'en est-il de la maison de santé? Première question. Avez-vous eu connaissance des nouvelles dégradations au quartier Champfleury? Et avez-vous les projets d'aider les écoles à renouveler leur bibliothèque ou les jeux de société? Et ma dernière question sera combien a coûté l'organisation de la foire à la pancette que vous avez organisée? Merci. Est-ce qu'il faut que je les répète ou c'est tout bon? Non, c'est bon. C'est bon? Ok, merci.
Bien, je vous propose d'adopter cet ordre du jour. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, l'ordre du jour est adopté. Donc, nous allons passer au point 1 et je donne la parole à Didier Martin concernant la subvention à une association. Bonjour. Alors, subvention à une association. Nouvellement créée, l'Union économique gersatoise a pour vocation de fédérer les commerçants autour d'animations commerciales et d'événements ponctuels. Ils sont déjà intervenus lors des journées de la Pancette en octobre et s'investissent sur la préparation du marché gourmand de Noël qui aura lieu le 22 décembre 2020. Afin de les aider au financement de leur premier achat, il est proposé au conseil municipal de leur accorder une subvention de 1 000 €. Merci Didier. Donc, je soumets ce rapport au vote. Qui est contre? J'aurais des questions, s'il vous plaît. Oui. Je vois un monsieur qui sourit. Il fallait vous y attendre que je pose la question quand même. Donc, je voudrais savoir, jusqu'à preuve du contraire, la foire aux Pancettes a été organisée par la municipalité, il me semble. L'organisation de l'Union des commerçants, je ne sais pas comment vous l'appelez, a proposé différents stands, dont des stands qui ont eu vocation de récupérer quelques argent, il me semble. Donc, j'avais posé la question à un moment donné, les gens avaient été mises. On m'avait dit qu'il y aurait certainement une association caritative sur laquelle les fonds auraient été donnés. Je voudrais savoir déjà si c'est le cas. Quelle association? Ensuite, j'aimerais savoir une aide au niveau d'une organisation. C'est quelque chose qui n'a pas été budgété sur l'année 2020. Donc, quand un investissement, effectivement, par rapport au marché gourmand de Noël, je crois quand même savoir qu'il n'est pas la seule association à le faire. Donc, je m'interroge, quoi. Alors, la subvention de 1 000 € qui vous est proposée aujourd'hui, elle a pour objet de couvrir les frais liés à l'achat de décoration des commerces membres de l'association. Si vous l'avez remarqué, devant un certain nombre de commerces au centre-ville, vous avez un sapin décoré et vous avez une petite étoile lumineuse installée dans chacune des vitrines. Donc, en fait, ce qu'on a convenu avec l'association des commerçants, c'est qu'on ferait tous un effort pour effectivement décorer nos bâtiments. Donc, d'ores et déjà sont installés le sapin et la petite lumière. À venir, la semaine de Noël, il y aura également une moquette rouge qui sera installée devant l'entrée de chaque magasin. Et nous, pour ce qui nous concerne, on va faire la même chose devant un certain nombre de bâtiments municipaux. Donc, en l'occurrence, la mairie, l'entrée du CCAS et l'entrée du SMEJ. Voilà, donc toute cette opération de décoration représente un budget de l'ordre de 2 000 €. Compte tenu de la situation dans laquelle se trouvent les commerces et notamment un certain nombre de petits commerces, ce qui a été décidé, c'est qu'exceptionnellement, cette année, il ne serait pas demandé aux commerçants de prendre en charge l'intégralité des dépenses liées à ces achats de décoration. Et donc, à titre tout à fait exceptionnel, la mairie aiderait les commerçants à investir sur ces décorations. Voilà. Pour ce qui est de la participation de l'association des commerçants au marché gourmand, effectivement, ils vont jouer le jeu, mais plus en restant ouverts. Au départ, ils devaient rester ouverts jusqu'à 22 h, après jusqu'à 21 h 30, et puis finalement, ils vont rester ouverts jusqu'à 19 h 30. Il n'y aura à cela rien d'exceptionnel. Voilà, mais après, il est clair que le marché gourmand, tout comme la foire à la Pancette, ont été organisés en direct par les services de la mairie. Voilà. Permettez-moi, j'ai une petite précision aussi. Pour avoir en parlé avec certains commerçants, il y a une question qui se pose au niveau des commerçants. Je suis la première à trouver très bien que l'on aide les commerçants qui sont effectivement en difficulté pendant ces périodes difficiles. Par contre, certains commerçants se posent la question pourquoi ils n'ont pas été contactés pour qu'on leur demande s'ils voulaient des décorations dans leur vitrine. Ça n'a pas été fait à l'ensemble des commerçants. Alors, il me semble que quand on veut aider la partie des commerçants, on aide tout le monde. La lettre qui a été donnée, elle a été donnée à l'association des commerçants.
Ah, mais ils ne sont pas venus là. Il y a des commerçants qui n'ont pas été, on n'a pas frappé à leur porte pour leur demander s'ils voulaient des décorations ou pas. Donc, ça fait un petit peu un tollé dans Gerza, croyez-moi. Eh bien, ça veut dire qu'il faut que l'association des commerçants contacte tous les commerçants, mais ça, c'est Je pas. pense, oui, parce que là, c'est pas l'initiative de la mairie. bien. C'est pas l'initiative de la mairie. C'est vous qui êtes en contact avec eux, je ne sais pas, vous peut-être le faire remonter. Oui, on n'a pas à s'immiscer, nous, dans la vie et le fonctionnement des associations. Hein. C'est juste une info que je vous fais passer. Hein, après, non, mais on fera remonter effectivement au bureau de l'association en question. Voilà. Mais après, il est libre. Les commerçants seront libres aussi d'adhérer ou pas à l'association en question. Hein. Ah non, mais c'est pas ça, je ne rebondis pas là-dessus, bien sûr, heureusement, je dis simplement quand il y a une décoration dans une ville, c'est vrai que c'est sympa quand la décoration elle est partout. J'ai simplement rebondi sur le fait que c'était pour aider les commerçants, c'est tout. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention sur ce rapport? Oui, moi. Oui. Catherine Pétanalbière. Oui, moi j'aimerais savoir si tous les commerçants auront droit au tapis rouge. Ou s'il faut faire partie de l'association pour y avoir droit. A priori, ne sont concernés que les commerces qui font partie de l'association. Après, il faut le négocier avec le bureau de l'association en question. Merci. Pas d'autres questions? Donc, je vous propose... Juste, c'est Pierre là. Oui, Pierre. Si tu m'entends? Oui. Oui, pour la question sur les bénéfices éventuels faits ou le chiffre d'affaires éventuel fait par le traiteur, donc il avait été convenu qu'il pourrait remettre une partie de son chiffre d'affaires qu'on n'avait pas déterminé, qui était au CCAS. On n'a pas refait le bilan. Force est de constater qu'il a quand même pas fait beaucoup de repas, quoi. Mais on discutera avec lui pour savoir ce qu'il peut faire éventuellement là-dessus. C'est juste une réponse à la question. Mais Chantal, il ne faut pas personnaliser sans cesse cette association avec son président. Tu dis 7 personnes. Non, c'est quand même une association. Alors, peut-être que le président a un peu de caractère. Je ne personnalise rien du tout, je te pose des questions. Si, tu as dit 7 personnes, tu n'as pas dit l'association, tu as dit 7 personnes. Donc, tu personnalises. Alors, il ne faut pas trop personnaliser parce que c'est une association. Donc là, on aide l'association pour que l'ensemble des commerçants puissent, s'ils le veulent, avoir des choses dans leur vitrine. Après, s'il y a un problème, on leur signalera qu'il y a des commerçants qui se plaignent. Mais c'est l'association et les commerçants se réunir. Hein. Je rectifierai mes propos la prochaine fois. Peut-on savoir combien de commerçants font partie de l'association? Combien? On me dit 35. 38? 38. Puis-je intervenir, si c'est possible, Alexandre Da Silva? Oui. Alors, c'est une proposition que je fais suite à ce que je vois, j'entends et je constate. Pourquoi ne pas faire, alors, comme à Sébaza ou d'autres villes, où la mairie prend du coup une enveloppe budgétaire d'un montant et fait, à Sébaza, chaque année, où souvent ils font les peintures sur les vitrines, et du coup, c'est la mairie qui subventionne. Après, je ne critique pas le fait qu'il y ait cette action, mais comme ça, au moins, ça clôturerait le débat et ça ferait vraiment une action menée par la mairie au détriment des commerçants. C'est mon point de vue, c'est une supposition. Après, ça tairait les discussions ou autre chose, voilà. Ok, on note cette proposition à étudier pour l'année prochaine. Je reviens sur le rapport, du coup, je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc, le rapport est adopté à l'unanimité. Point 2, je passe la parole à Magali concernant la subvention exceptionnelle qui vous est proposée de verser au Gerza Arverne BMX.
Oui, merci Serge. Bonsoir à tous. Alors, l'association Gerza BMX souhaite développer un projet sportif ambitieux qui place les enfants au centre de leur discipline. Pour 2021, ils envisagent des travaux d'aménagement de la piste avec la réalisation d'un système de grille amovible qui permettrait une homologation et ainsi d'organiser la finale du Challenge France Sud-Est qui se déroulera le 4 et 5 juin 2021. Afin de les accompagner dans leur réalisation, il est demandé au conseil municipal de leur attribuer une subvention exceptionnelle de 3 000 €. Il est précisé que si la manifestation était annulée, le montant serait déduit de leur subvention 2021. Merci Magali. Des demandes d'intervention sur ce rapport? Excusez-moi, oui, Alexandre da Silva, du coup, les 3 000 € couvrent l'intégralité des travaux ou l'association va également participer de son côté? Alors, l'association participe tout le temps de son côté, justement. Là, c'est vraiment que les normes ont évolué et s'ils veulent pouvoir organiser ce championnat, il faut impérativement que les travaux soient faits. Seulement, il y en a pour plus de 10 000 €. Donc, c'est une grosse enveloppe quand même. Et là, c'est une façon aussi pour le club de pouvoir se démarquer et de monter aussi au niveau des échelons. Donc, on se devait pour notre part voilà, de vraiment les assister et de les aider à monter au plus haut niveau, même dans une petite commune comme Gerza. Oui, on n'est pas contre, au contraire, s'ils avaient besoin même de plus, si on avait l'enveloppe en se disant c'est un budget qui doit être fait une fois, et il vaut mieux le faire une fois correctement sans qu'il y ait tout le temps de petites… Mais après, c'est mon point de vue. Justement, en fait, on intervient cette année sur le budget 2020, on intervient puisqu'on nous restait encore une enveloppe, donc on intervient à ce niveau-là pour le budget 2020. En revanche, sur 2021, effectivement, on redemandera une autre participation, un complément. Mais ça sera à voir après ensemble encore. On est parti dans l'idée de les accompagner à hauteur de 5 000 € au total. Voilà. Les accompagner également dans la recherche de financement complémentaire auprès de la région, du département et de la métropole. Il faut quand même savoir, alors, pour ceux qui s'en souviennent, c'est une manifestation qui s'est déjà déroulée en 2016. Donc, on est sur le même format, c'est-à-dire à peu près 800 pilotes sur 2 jours, plus les accompagnants. Donc, on est sur une grosse manifestation, puisque c'est de l'ordre de 2000 à 2500 personnes qui seront présentes sur la commune sur le premier week-end de juin. Voilà. S'il n'y a pas de demande d'intervention sur ce rapport, je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Très bien, ce rapport est donc adopté. Rapport suivant qui concerne les travaux d'éclairage public et une convention avec le SIEG. Donc, en l'occurrence, vous l'avez peut-être vu d'ailleurs ce soir, puisque ça y est, ils ont mis en lumière un certain nombre d'artères, notamment tout le centre-ville. Donc, on a décidé cette année de faire un effort sur nos illuminations. Donc, à la fois de renouveler une partie des illuminations qui étaient dans le centre-ville, d'en acheter de nouvelles. Et puis, on a identifié un certain nombre de carrefours sur lesquels on souhaitait également installer de nouvelles illuminations. Donc, en l'occurrence, il y a le carrefour, le rond-point du Pâtural, le rond-point de la halte ferroviaire, le rond-point qui est au bas du pont du chemin de fer, c'est le rond-point de Taïd. Et puis, il y a l'entrée de Gerza par la rue des Martyrs. Donc voilà, et ce qu'on souhaite faire, c'est chaque année, on vous proposera de faire un effort de manière à avoir des illuminations qui participent à la fois au côté festif qu'on souhaite donner à l'événement et puis qui participent aussi de l'attractivité de notre bonne commune de Gerza. Donc pour cette année, dans le cadre du programme de travaux d'éclairage public 2020 du SIEG, je vous propose de valider le projet suivant, donc qui fait l'objet d'une convention qui vous est présentée après. Donc des illuminations festives pour un montant hors taxe de 19 951,12 €, soit 22 000 €, alors auquel on ajoute 2 048 € d'honoraires et imprévus, donc un total hors taxe de 22 000, une participation du SIEG à hauteur de 2 200 €,
soit un reste à charge pour la commune de 19 800 €. Donc, au vu de ces éléments, il vous est proposé de bien vouloir approuver le programme de travaux, d'autoriser le maire à signer la convention correspondante, de solliciter l'inscription des travaux au programme d'éclairage public 2020 du SIEG et de fixer le fonds de concours de la commune à 19 800 €. Et enfin, d'autoriser monsieur le maire à verser cette somme au SIEG après réajustement des décomptes définitifs. Voilà, donc est-ce que ce rapport appelle des questions, des remarques? Donc, je mets au vote qui s'abstient, qui est contre. Donc, le rapport est adopté. Je vous en remercie. Point 4 qui concerne la délégation urbanisme. Je donne la parole. Pardon Serge, je voulais juste te dire que j'étais arrivée, donc je suis d'accord avec tous les points précédents. Très bien, merci Fatima. Nous le notons et nous nous en félicitons. Alors, si vous voulez frotter les mains, il faut savoir qu'on est en salle du conseil et qu'on est en panne de chauffage à la mairie depuis déjà quelques temps. Donc voilà, donc il fait particulièrement frais ce soir. Un nouveau budget. Donc Luc. Merci Serge, bonsoir à tous. La délibération qui nous occupe est celle du renouvellement de la convention d'adhésion au service commun des autorisations des droits du sol, en résumé ADS. La commune est adhérente de ce service commun de la métropole depuis 2018. En 2019, on avait délibéré pour 2 années, 2019 et 2020. Et là, il s'agit de délibérer pour une année supplémentaire, sachant que le projet de convention qui devait être revu cette année par la métropole n'a pas pu être réexaminé par les services du fait de la situation sanitaire et que cela sera fait l'année prochaine. Donc, la reconduction de la convention se fait à l'identique de celle qui prévalait jusqu'alors. Le coût est environ de l'ordre de 30 000 €. Ça a été 31 650 en 2018, 29 957 en 2019. Et pour 2020, bien évidemment, on n'a pas encore les chiffres, puisque la facturation se fait au vu des dossiers effectivement instruits par la métropole pour le compte de la commune. Donc, il vous est proposé d'approuver les termes de la convention qui est joint en annexe de la délibération et d'autoriser monsieur le maire à signer cette convention et tout acte permettant sa mise en œuvre. Est-ce que ce rapport appelle des observations, des questions? Non. Dans ce cas, je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, le rapport est adopté. Merci Luc. Rapport suivant donc, qui concerne le projet Territoire zéro chômeur. Et donc, je donne la parole à Nadia. Merci Serge. Donc, dans un premier temps, je souhaitais vous présenter M. Thiago Co. Donc, il est parmi nous ce soir. Donc, je vais le laisser se présenter. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle Thiago Cor. Je suis à la mairie de Jarza depuis le 16 novembre dans le cadre de Territoire zéro chômeur. Je serai en charge de l'accueil et l'accompagnement de tout public qui fera partie de ce projet. Je suis en doctorat en droit public et mon contrat se base sur une thèse CIFRE. Donc là, pendant 36 mois, je serai à la municipalité. Le contrat étant financé par l'Agence nationale de recherche et technologie, le département et la CAM. Voilà, et je travaillerai avec Nadia essentiellement. Alors, initié par l'association ATD Carmonde, le principe du projet Territoire zéro chômeur de longue durée est de créer par le biais des entreprises à but d'emploi des emplois supplémentaires et non concurrentiels, répondant aux besoins d'un territoire de moins de 10 000 habitants, au bénéfice des personnes durablement privées d'emploi, donc sans emploi depuis 1 an et résidant sur le territoire depuis 6 mois. Ces emplois sont en contrat à durée indéterminée et à temps choisi et adaptés à leurs compétences. Un des principes du dispositif est le financement de ces emplois par la réaffectation des dépenses sociales causées par la privation de l'emploi, c'est-à-dire le chômage et minima sociaux,
toutes les aides dont peuvent bénéficier les personnes privées d'emploi. Et également par le chiffre d'affaires généré par le BE. Cette expérimentation se fonde sur 3 hypothèses qui permettent de penser qu'il est humainement et économiquement tout à fait possible de supprimer le chômage de longue durée à l'échelle des territoires. Personne n'est inemployable lorsque l'emploi est adapté aux capacités et aux compétences des personnes. Ce n'est pas le travail qui manque, un grand nombre de travaux utiles d'une grande diversité restent à réaliser. Et ce n'est pas l'argent qui manque, la privation d'emploi coûte plus cher que la production d'emploi. Par délibération du 15 novembre 2019, Clermont-Ferrand Métropole a acté sa volonté de mettre en œuvre une démarche collective visant à construire une candidature avec l'opportunité de renforcer l'offre d'insertion pour les personnes privées d'emploi. Par délibération du 22 juin 2020, la commune de Gerza a décidé de s'engager dans cette démarche aussi. La loi relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée est en cours non, elle n'est plus en cours d'adoption, elle a été adoptée définitivement le 30 novembre à l'Assemblée nationale. Donc maintenant, on n'attend plus que les décrets d'application et le cahier des charges. Donc elle n'est plus en cours, on corrigera ce paragraphe. Donc, et prévoit d'étendre le dispositif expérimental territoire zéro chômeur de longue durée à 50 nouveaux territoires. Il est proposé d'inscrire la ville de Gerza dans une candidature portée par la métropole et avec la ville de Clermont-Ferrand. Cette ambition nécessite la mise en œuvre d'une importante ingénierie afin d'aboutir à une candidature en fin d'année 2021. Le périmètre proposé, Gerza-les-Vergnes, puisque ça va dans la continuité. Il est proposé d'intégrer dans l'expérimentation avec la ville de Gerza le quartier prioritaire des Vergnes à Clermont-Ferrand, qui se présente dans la continuité territoriale de Gerza. Ces 2 territoires comptent environ 600 demandeurs d'emploi de longue durée et réunissent plusieurs indicateurs de précarité avec un risque de dégradation dans un contexte de crise Covid. L'implantation de plusieurs structures d'insertion sur Gerza et le programme de rénovation urbaine des Vergnes constituent de réelles opportunités pour renforcer cette candidature. La constitution du comité local d'engagement. Le comité local d'engagement est un élément clé de l'expérimentation. Il a pour fonction d'animer, de préciser les objectifs, de contrôler et soutenir le dispositif et de s'assurer de l'exhaustivité territoriale. Il veille à gérer les éventuels conflits liés à la concurrence avec les emplois existants. Il développe dans la durée une coopération entre l'ensemble du tissu économique auquel les entreprises à but d'emploi appartiendront. Il est proposé de mettre en place un comité local composé des collectivités territoriales, donc le département, les villes de Gerza et de Clermont, la métropole, les acteurs du service public de l'emploi, Pôle emploi, la Directe, les missions locales, le PLI, les représentants du monde économique, entreprises et les chambres consulaires, et les acteurs associatifs souhaitant s'engager dans la démarche. Donc, toutes les structures d'insertion, les associations de chômeurs, en fait, toutes les associations qui veulent faire partie de ce projet sont les bienvenues. Identification des activités d'utilité sociale, donc des missions qui pourraient être confiées aux futures entreprises à but d'emploi ont été identifiées, notamment celles liées aux enjeux du développement durable, la gestion des déchets, l'entretien, l'espace public, la culture, la mobilité. La construction de la candidature devra permettre de déterminer les modalités de mise en œuvre de ces missions et d'identifier également des activités en lien avec des entreprises souhaitant s'impliquer dans le projet. La démarche de candidature, qu'elle soit retenue ou non au titre de l'expérimentation, offre ainsi l'opportunité de créer un écosystème économique inclusif et solidaire en faveur de l'insertion au sein de la métropole. Donc, le pilotage du projet, les moyens affectés. Donc, il est proposé de désigner pour la ville de Gerza Serge Pichot, maire, et Nadia de Souza, adjointe au maire. Pour la ville de Clermont-Ferrand, Marion Canales, adjointe au maire, et Soundes El Afidi, adjointe au maire. Pour la métropole, René Darter, vice-président, et Aline Faye, vice-présidente. Pour consulter l'équipe projet, la métropole met à disposition du projet à 50%. Pour la ville de Gerza, un doctorant en convention industrielle de formation par la recherche CIFRE a été recruté. Le coût résiduel annuel de cet emploi, après participation de l'État, s'élève à 15 000 €. Il sera pris en charge à part égale par la métropole, donc 7 500 €, et le conseil départemental, 7 500 € sur une durée de 3 ans.
Donc, c'est un coût, enfin, ça ne coûtera rien du tout à la commune de Gerzat. Pôle emploi et la ville de Clermont-Ferrand ont été sollicités afin d'identifier et mutualiser les moyens nécessaires à cette candidature. Afin de formaliser les conditions de ce partenariat, une convention jointe établit les obligations réciproques de la métropole et de la ville de Gerzat. Donc, je ne vais peut-être pas vous la lire, vous l'avez lu dans la convention. Ils vont le lire. Ouais. Voilà. Ah, d'accord. Parce que ça a été envoyé avec. Oui. Si. Il est demandé aujourd'hui au conseil municipal de valider le principe d'une candidature au territoire zéro chômeur de longue durée portée par la métropole, la ville de Gerzat et la ville de Clermont-Ferrand, et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la convention de partenariat. Merci Nadia. Est-ce que ce projet, cette présentation appelle des remarques, des questions? Non? Très bien. Donc, je mets au vote qui est contre, qui s'abstient. Très bien, donc le rapport est adopté à l'unanimité. Nous en avons fini avec les points à l'ordre du jour. Nous allons donc passer aux questions diverses. Donc, la première question que posait Chantal concerne l'état d'avancement de notre programme par rapport aux thématiques transition écologique, développement durable. Je vais peut-être passer la parole à Raïssa pour qu'elle fasse un point. Raïssa et Philippe, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui se mettent en chantier sur cette délégation. Raïssa ? Oui, je vais laisser Philippe commencer, puis je compléterai au fur et à mesure, d'accord? Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Je ne sais pas si on va faire le point sur tout tout de suite. Bon, Philippe, tu as la parole. Ok, bonsoir à tous et à toutes. Des points sur lesquels on commence à travailler. Il faut savoir qu'on a pris un petit peu de retard avec évidemment la crise sanitaire, mais on est en train de recenser des points déjà sur lesquels on va pouvoir engager en 2021. En matière déjà, on vous a fait vous positionner sur l'adhésion de la commune à la DUM, qui permettra donc, une fois maintenant cette adhésion faite, d'engager des projets au niveau d'un réseau de chaleur filière bois et de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux, sur les espaces communaux, entre autres. En ce qui concerne la transition écologique, si on parle de biodiversité, nous avons des projets sur la zone du Champ de Loche et la zone du Vignal, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire à l'ouest de la voie ferrée, en face du cimetière, pour simplifier. Cette zone qui est tout de suite complètement laissée à l'abandon. Nous avons fait une réunion avec des services techniques déjà de la métropole et de la commune pour voir un peu ce qu'on pourrait faire cette zone qui devient malheureusement une zone de décharge sauvage comme on en a beaucoup tout de suite. Là aussi, suite un peu à la crise sanitaire où ça s'est vraiment amplifié. Donc là-dessus, nous communiquerons bientôt là-dessus. Enfin, je pense que Raïssa souhaitait organiser une réunion de la commission développement durable, transition écologique dans le courant du mois de janvier pour vous préciser tous ces projets. Autre projet aussi, on est en contact avec le collège de Gerzat pour créer une micro-forêt urbaine sur le territoire de la commune. Il faut savoir que le collège de Gerzat est engagé lui aussi dans une procédure avec un label éco-durabilité, donc avec des enfants, enfin des ados qui sont éco-délégués. Donc là aussi, ce projet est en discussion avec le collège. Malheureusement, on a aussi le collège a tout de suite pas mal de contraintes au niveau de la crise sanitaire, donc il est engagé, mais il n'a pas avancé depuis un mois, là, depuis les nouveaux protocoles. Et puis, on a d'autres projets, hein, notamment, je ne sais pas si vous avez pu vous rendre compte, mais on a renforcé déjà des choses qu'on a pu déjà faire. On est en train de recenser tous les délaissés, tous les petits morceaux délaissés qui appartiennent à la commune pour maximum y planter des arbres. On est déjà intervenu en renforçant le nombre d'arbres sur la coulée verte, donc à vie du 21 juin 44. On a un projet de plantation aussi sur le square rue Blaise Pascal,
sur aussi l'espace qui est dans le haut de l'avenue du 21 juin 44, à côté de l'immeuble de Michel Soulier, pour vous préciser, et aussi sur la rue du Moulin du Roi. Donc, on a pas mal de choses engagées et sur lesquelles on attend que la situation se libère pour avancer encore un peu plus. Voilà, pour le moment, ce qu'on a. Si vous avez d'autres questions, je réponds bien sûr. Merci Philippe, c'est très clair. Et effectivement, on a beaucoup de sujets. Donc, c'est vrai qu'on souhaitait aussi passer du temps avec la commission environnement et développement durable en janvier, à la fois pour proposer de discuter de ce que propose la DUM et comment la DUM va accompagner la commune dans sa transition énergétique. On a des projets également autour du permis de végétaliser qui se mettent en place. En l'occurrence, c'est de renforcer la place de la nature en ville avec des actions à la fois des citoyens, des commerçants. Il y a une action un petit peu plus globale et on va avoir besoin un peu de tout le monde pour se mobiliser autour de ce projet, évidemment. On a des projets d'implantation de bornes de recharge électrique qui sont en cours avec la CAM également, sur lesquels on est en train d'identifier des places potentielles. Donc, tout ça, c'est en cours. Donc, effectivement, il y a énormément de choses. Philippe a parlé de l'ensemble des délaissés. Donc là, il y a un gros travail qui a été fait par Philippe. Il ne le dit pas, il est assez humble, mais c'est un très, très gros travail pour recenser l'ensemble de ces délaissés et ensuite de les valoriser au travers de projets tels que replanter des forêts. On a des projets de micro-forêts qui se dessinent. On a des projets autour aussi, tu en as peut-être pas parlé, Philippe, j'ai pas entendu, ça a dû couper à un moment donné, de territoires engagés pour la nature. Voilà, il y a vraiment beaucoup de projets. Tout se structure, mais effectivement, parfois, sur certains sujets, on prend un peu de retard à cause de la crise en cours, mais les dossiers sont bien lancés. Sur le projet, on a également un projet autour de la zone agricole protégée que l'on essaie de relancer avec la métropole et qui devrait reprendre son envol au mois de janvier également. Voilà. Merci Raïssa. Simplement pour compléter, effectivement, notamment sur le volet transition énergétique, on avait dit qu'on avait pas mal d'ambition, notamment sur le déploiement de l'énergie photovoltaïque, d'où d'ailleurs l'adhésion qu'on vous a proposé de voter à la DUM, qui doit nous accompagner sur ce projet-là. Et en complément du projet qu'on va initier avec la DUM, il y a d'ores et déjà un projet qui est porté par la métropole et à laquelle la ville de Jarza a fait le choix de s'associer, qui est l'installation d'ombrières sur les parkings. Et en l'occurrence, sur Jarza, le parking qui a été choisi, c'est le parking Marcel Collonges, donc le parking du complexe Fustier, où là, on a un projet d'implantation qui nous a été soumis, qu'on a quelque peu amendé. La dernière version nous a été adressée ce matin. C'est un projet qui, normalement, alors qui ne coûtera rien à la commune en termes d'investissement et qui devrait voir le jour, je pense, dans le courant de l'année 2021. Voilà. Donc ça, on est sur du très court terme. Et du coup, on réfléchit parce qu'on se dit qu'il y a effectivement le parking Marcel Collonges, mais qu'on a d'autres parkings sur lesquels, le parking notamment qui est derrière l'Intermarché, qui pourrait également se prêter à des installations du même type. Voilà. Serge, pour compléter? Oui, vas-y. Oui, pour compléter effectivement toutes ces actions en faveur de l'écologie, il y a également, par rapport au plan de relance gouvernemental, le fait que nous travaillons en ce moment sur un dossier pour capter des fonds qui sont en direction, qui sont ciblés sur la transition écologique. Donc, nous sommes en train de travailler sur une réponse de la ville de Jarza pour constituer un dossier costaud, puisque nous savons qu'une bonne partie des financements étatiques sont fléchés transition écologique. Voilà. Luc, pour compléter sur le volet développement durable au niveau des projets immobiliers. Oui, tout à fait, merci. Alors, effectivement, avec l'adhésion à la DUM et la réflexion menée par la délégation de Raïssa, il faut que vous sachiez que nous sommes en train de préparer un plan pluriannuel d'investissement pour la rénovation des bâtiments communaux. Et dans ce plan figureront en bonne place deux problématiques liées au développement durable, à savoir l'isolation des bâtiments ou l'amélioration
de l'isolation des bâtiments, et ce qu'on appelle le relamping, c'est-à-dire le changement de tous les éclairages anciens, soit fluorescents, soit halogènes, par des LED. Et ce programme, effectivement, pourra rentrer dans le cadre du plan de relance prévu par le gouvernement et devrait être subventionné. Par ailleurs, au niveau des dossiers d'urbanisme, nous sommes en train de travailler avec les aménageurs sur les zones à urbaniser. Et dans ces zones à urbaniser, nos prédécesseurs avaient déjà impulsé une dynamique intéressante en matière d'espace vert et de mode de vie apaisé. Et nous sommes en train de conforter cela. La commission d'urbanisme aura l'occasion de se réunir probablement en janvier, où on vous présentera l'avancement du dossier de Courland. Et vous verrez que dans ce dossier de Courland, un travail important a été fait à ce niveau-là. Et pour terminer, c'est lié aussi à l'urbanisme, mais c'est plus de la mobilité. Toujours dans le cadre de ces plans d'urbanisme et de ces projets d'aménagement, nous sommes en train de réfléchir à la mise en place d'une piste verte entre le nord et le sud de la commune, ou plutôt le nord et le centre de la commune, pardon. Nous avons une réunion de coordination avec la délégation de Raïssa vendredi dernier qui a permis de finaliser des propositions qui seront faites au conseil municipal au cours du premier trimestre. Voilà ce que j'avais à dire, sauf qu'on pourrait aussi évoquer les dossiers d'eau et d'assainissement. Il faut que vous sachiez qu'au niveau du syndicat de Basse-Limagne, dont fait partie la commune de Verza, nous sommes la commune qui avons économisé le plus d'eau cette année, plus de 46 000 m3 entre 2018 et 2019, plus de 46 000 m3 sur un total consommé de l'ordre de 470 000. Donc, et ça se fait grâce aux travaux de rénovation des réseaux menés par le syndicat de Basse-Limagne, mais aussi en termes d'assainissement par la métropole. C'est notamment le projet des tisserands qui est en cours de réalisation. Merci Luc. Donc, je pense qu'on a fait un point complet, Chantal, pour répondre à ta question. Oui, je vous remercie. Donc, la deuxième question concernait la communication des coordonnées des personnes qui ont bénéficié d'un avancement. Alors là, je vais passer la parole à Xavier, mais je crains que concernant la transmission de données personnelles, on ne soit pas en capacité de transmettre comme ça les données librement. Alors, à brûle pour point, comme ça, je vous dirais qu'on n'a pas le droit de les transmettre parce que vous savez que maintenant, on est tenu par un document qui s'appelle la RGPD, Réglementation Générale de Protection des Données. Donc, moi, il me semblerait qu'on ne peut pas vous les donner, mais quand même, on va vérifier les choses parce que c'est un point qui est toujours un petit peu tendu. Donc, on vérifiera auprès de la CADA. Donc, la CADA, c'est la commission administrative d'accès aux documents administratifs. Pardon, je me suis mélangé entre la CADA et la RGPD. Donc, c'est un organisme qui répond sur toutes les questions qui concernent la communication des documents administratifs. Donc, on a un correspondant CADA donc, qui posera gentiment la question à la CADA, qui nous répondra et on vous fera un retour après. Voilà, pour être sûr de vous donner la bonne réponse. Donc, retour au prochain conseil municipal. Voilà. Très bien. Merci. Pour ce qui est de la question 3, Chantal, qui concerne les budgets non consommés, je vais peut-être laisser la parole à Sylvain, notre adjoint. Oui. Sur les budgets, je ne sais pas si vous m'entendez. J'ai un petit retour. Oula, c'est pas très joli. Donc, sur les budgets, il faut savoir qu'un budget est une projection, c'est une estimation de nos dépenses et nos recettes. Pour l'année 2020, nous avons connu, bien sûr, nous connaissons toujours cette crise sanitaire qui a donc plombé un petit peu nos recettes. Donc, la question par rapport au budget non utilisé, je pense, était relative plutôt au budget réservé aux associations, si je veux bien comprendre, Chantal. Oui, pas forcément, parce que dans les associations, je fais partie aussi du CCAS et des commissions. J'essaye de m'investir le maximum
dans ce que j'ai entrepris avec vous. Et quand j'ai entendu effectivement que concernant les bons d'achat qu'on va faire pour nos anciens, que effectivement ça risquerait d'être supérieur à ce qui avait été initialement budgété en début d'année. Je me suis dit qu'effectivement, comme il y a quand même certains budgets effectivement d'associations qui n'ont pas été versés, soit partiellement, soit pas du tout, que peut-être ça fait une réserve. Donc c'est le but de ma question. Voilà, effectivement, c'est une très bonne question. Sur le budget des associations de 194 000 euros, aujourd'hui, on peut estimer à environ 140 150 000 euros qui ont été distribués aux associations. Mais il faut également savoir que la crise Covid nous a, par rapport aux recettes, on note une baisse de 250 000 euros à peu près de baisse de nos recettes suite au Covid. Donc, quand on fait la différence, on est plutôt en difficulté. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai aujourd'hui, lors de la réunion qu'on a tenue avec les services de la ville, demandé à ce que, au niveau du fonctionnement pour l'année 2021, qu'on puisse avoir une certaine retenue dans les dépenses de fonctionnement de manière à maintenir un certain équilibre. Par rapport à ce qui est resté, si on calcule ce que nous avons perdu suite au Covid et ce que nous avons éventuellement économisé en ne distribuant pas la totalité de ce qui avait été initialement prévu, on reste toujours dans un résultat négatif. C'est-à-dire qu'on a plus perdu qu'on a distribué, hein, qu'on n'a pas distribué. Parce que si vous observez les 250 000 de baisse de recettes et les 40 000 euros qui restent à peu près sur les associations, on est encore à moins de 200 000. Mais ceci étant, on a toujours, étant donné que la politique par rapport aux associations a toujours été celle qu'on a souhaité mettre en place dans le cadre de cette mandature, à chaque fois que le besoin s'est fait ressentir sur une aide exceptionnelle en direction d'une association, on a toujours fait l'effort d'ailleurs. Ce soir, il y a deux aides exceptionnelles qui ont été données aux associations. Et par rapport à ce que tu fais référence sur le CCAS, effectivement, on a également, dans la politique qui est la nôtre, souhaité apporter un soutien à nos aînés. Donc, effectivement, on a pu prendre des budgets qui étaient laissés par-ci, par-là, quelquefois dans quelques comptes, mais globalement, quand on analyse, il faut qu'on fasse globalement attention à nos dépenses de fonctionnement pour pouvoir maintenir un résultat positif pour l'année 2021. Voilà, globalement, si j'ai répondu à ta question. Oui, parce que c'était simplement, voilà, moi j'essayais de voir à mon petit niveau le côté balance, quoi, dans ce qui est équilibré. Voilà. Et si on peut le remettre à certaines personnes, je le trouve que c'est plutôt bien, quoi. Parfait, merci. Ce n'est pas négatif du tout, ma question. Parfait, je l'ai ressenti comme ça aussi, il n'y a pas de souci. Bien, merci Sylvain. Donc, je pense qu'on a traité les 3 questions qu'avait posées Chantal. Concernant les questions que pose Alex, alors le point sur la maison de santé, très rapidement, il y a effectivement une réflexion qui a été lancée. Pour l'instant, on en est vraiment au tout début. On réfléchit sur ce projet conjointement avec la délégation de la mutualité française du département du Puy-de-Dôme, donc en l'occurrence son directeur qui est venu nous rencontrer à 2 reprises, qui effectivement nous a confirmé que ce projet-là était un projet qui serait très pertinent pour le territoire de Gerzat. Donc voilà, mais on n'est pas allé plus loin. Quoi qu'il en soit, quand on avancera dans la réflexion, bien évidemment, on prendra soin d'associer aussi à la conception, à la réflexion autour de ce projet, l'ensemble des professions médicales qui exercent d'ores et déjà sur le territoire gerzatois et qui seront les principaux concernés par ce projet. Voilà. Excusez-moi, Alexandre Dassila, du coup, si j'ai bien compris, du coup, ça serait plus vous opteriez plus donc pour une maison de santé qu'un pôle santé ou inversement? Pour l'instant, on n'a rien défini. On se dit que nous, c'est un constat qu'on avait fait de toute façon quand on avait commencé à réfléchir sur notre programme. Hein. On a très clairement identifié des points de tension, que ce soit sur la médecine générale ou même sur les soins dentaires. Voilà, donc là, il y a des besoins avérés. On se dit aussi qu'une ville comme Gerzat, à plus de 10 000 habitants, aurait vocation à accueillir également certaines professions spécialisées.
On pense à des orthophonistes, on pense à des orthoptistes, voilà. Mais après, est-ce qu'on ira vers une maison de santé ou un pôle de santé? Il n'y a rien de défini au moment où j'en parle. L'exemple sur lequel nous invite à réfléchir la mutualité, c'est le pôle santé qu'ils ont créé du côté de Croix-Néra, qui apparemment est une vraie réussite et qui fait l'unanimité, y compris pour les professionnels de santé qui l'utilisent et qui y sont installés. Donc là aussi, hein, bien évidemment, quand on va avancer dans notre réflexion, on ne s'interdit pas d'aller voir ce qui s'est fait là-bas et de voir comment effectivement l'équipement est perçu à la fois par les usagers et par les professionnels de santé qui y sont installés. Et pour être tout à fait complet, il y a même un lieu qu'on a dans l'idée qui pourrait effectivement accueillir ce bâtiment. Mais je n'en dirai pas plus pour aujourd'hui. Voilà. Mais on vous tiendra bien évidemment au courant de l'état d'avancement de ce projet. Voilà, Alexandre. Le deuxième point concernait les dégâts qui ont été occasionnés dans le quartier Champfleury. Alors, moi, je n'étais pas au courant. J'ai été alerté, par contre, ce matin par un vandalisme du côté du parc de la Treille, puisqu'il y a des panneaux qui ont été arrachés, décellés. Voilà, il y a une poubelle qui a été vandalisée. Donc, là-dessus, la police municipale m'a alerté. Sandrine m'avait fait un mail. Mais par contre, sur Champfleury, je n'ai pas eu d'alerte particulière. Alors, il y a eu un signalement sur voisins vigilants et après, bon, il y a eu des... moi, je suis parti faire mon jogging et je suis passé devant. Ils ont cassé des poteaux, des arbres et ainsi de suite, quoi. Dans quel quartier? Dans quel coin du quartier? À Champfleury, à côté de l'arrêt de bus. Ah bah encore, oui, d'accord. Non, alors oui, effectivement, c'est un point sensible sur Champfleury, c'est l'endroit où se trouve l'arrêt de bus. Donc, on avait déjà, moi j'ai demandé à ce qu'on enlève le banc, puisque le banc, apparemment, d'après un certain nombre de riverains, servait de point de rassemblement à des jeunes qui, effectivement, dans la foulée, commettaient quelques incivilités. Donc, le banc a été enlevé. Je pensais que la situation était revenue à la normale, mais si tu me dis qu'il y a eu de nouvelles dégradations, ça veut dire que ce n'est pas le cas. Voilà. Alors, il faut savoir quand même que, indépendamment de l'enlèvement du banc, on a aussi pour projet d'installer sur la rue de Vichy une caméra de vidéosurveillance supplémentaire. Donc là, j'ai demandé à Sandrine Anna, notre chef de police municipale, de chiffrer le projet. Voilà. Et on se dit qu'effectivement, une caméra à cet endroit-là permettra peut-être de prévenir un certain nombre d'actes de vandalisme. J'ai fait un partage d'une photo, s'il y a besoin, du coup, qui était sur mon téléphone. Je ne sais pas si vous pouvez la voir, mais... D'accord. Est-ce que je peux intervenir, Nassima? Oui. Oui. Alors, simplement pour dire qu'on est plusieurs élus à habiter le quartier des Allées de Rochefort. Et on a été... moi, personnellement... J'ai constaté ce qui s'était passé dans le quartier. J'ai pris des photos ce matin et j'ai également pris les photos des agents de la CAM qui étaient déjà présents ce matin aux alentours de 9 h et qui remettaient déjà ce qui avait été vandalisé en fait. Donc j'avais bien communiqué un petit peu sur les photos et ce qui s'était passé dans le quartier. D'accord. Et parce que la photo que tu nous as montrée, Alexandre, on est sûr que c'est du vandalisme ou parce que ça pourrait être un... Non, c'est pas un véhicule qui aurait... Non, mais c'est Luc Devers, donc je peux compléter ce que dit Nassima. Donc, ce sont des faits qui se sont déroulés dans la nuit de samedi à dimanche. Ça a été constaté sur le réseau voisin vigilant dès dimanche matin. Donc, c'est pas non plus un cataclysme. Il s'agit d'un piquet, un tuteur d'un arbre enlevé et d'un arbre cassé. Donc, voilà. Et ça a été remplacé dès ce matin par la CAM suite à l'intervention que Nassima mentionnait. D'accord. Si ça se trouve, c'est le même groupe celui qui a commis les dégradations sur le parc de la Treille. Hein. Ça peut, vraisemblablement. Voilà. Parce que ça s'est aussi produit dans la nuit de samedi à dimanche. Hein. Tout à fait. J'ai justement posé la question ce matin, à savoir s'il y avait eu d'autres faits du même genre de dégradation dans Gerza. Ouais. Est-ce que ce n'était pas un jeu
Non, ce qui s'est fait dans le parc de la Traille ressemble beaucoup à ce qui s'est produit du côté de Champfleury, apparemment. Donc, bon, voilà. On ne se satisfait jamais des dégradations qui ont lieu. Hein. C'est toujours des choses qu'on regrette et qu'on veut combattre. On peut quand même dire que depuis un certain nombre de semaines, le quartier Champfleury, même de mois, le quartier Champfleury avait retrouvé une certaine quiétude. La preuve, on était allé, tant Serge Pichot que moi, avec la police municipale faire des rondes, et on avait eu de l'avis général des habitants quelque chose de plus, un sentiment de retour à la normale, disons. Donc, s'il y a eu à nouveau des dégradations, eh bien, on va refaire intervenir la police un peu plus fréquemment, puisque là, en plus, avec le couvre-feu, à partir d'aujourd'hui, il va y avoir à nouveau des sorties nocturnes de la police municipale. Non régulières et de façon un peu aléatoire, je vous préviens. Alors, c'est encore Alexandre. Et le coût des caméras, du coup, qui vont être redispositionnées dans certains quartiers et aux abords peut-être des écoles, non, est envisagé ou pas, non? Pierre, tu veux répondre? Alors, les caméras, donc on en a une qui a été endommagée, qui était au pâtural, au rond-point du pâtural et qui va être réinstallée avec un système un peu plus protégé. Sinon, donc, il y a celle qu'on va déplacer, qui était prévue à un endroit et qui va aller donc route de Vichy. Après, le reste, les caméras, elles ont été pensées à des endroits stratégiques compte tenu du nombre de points d'enregistrement qu'elles ont chacune. Ça permet de voir aux endroits où les gens circulent, qui a circulé et à quel moment. Donc, ça permet des enquêtes de police qui sont intéressantes. Voilà. Et d'autre part, on ne peut pas les mettre exactement où on veut, parce que je ne sais pas si à l'entrée des écoles, on pourrait les mettre comme on veut, avec tout le respect de la vie privée. On ne peut jamais filmer des endroits où on voit des entrées de maison, etc. Donc, c'est compliqué, l'installation des caméras. C'est plus par rapport au niveau des circulations de voitures. Du coup, quand en fait, tu as des passages piétons et que tu as des enfants qui traversent, en tant que parent qui va chercher son enfant à l'école, des fois, on voit des scènes un peu surréalistes où on voit les gens se garer un peu n'importe comment ou aller très vite alors qu'ils savent qu'il y a des sorties d'enfants. Et du coup, je me dis que ça peut toujours être sécuritaire ou salutaire. Ouais, a priori, alors bon, on n'en a pas discuté, hein, mais a priori, je pense que le but des caméras, c'est pas des problèmes de stationnement. Enfin, après, même si c'est le mauvais stationnement à ces endroits-là provoque des risques de sécurité, mais ça voudrait dire qu'on met des caméras pour mettre des amendes de stationnement. Enfin, je sais pas. C'était pas vraiment le but. Pour le moment, c'était plutôt pas sur des la amendes. délinquance. Non, c'est pas le but vraiment pour des amendes, c'est plus afin de visionner si des fois il y a des gens qui vont un peu trop vite et que des enfants traversent, et à ce moment-là, la personne prend la fuite. Bon, il y a toujours des parents qui sont à côté pour filmer, mais alerter et mettre des petits panneaux pour dire aux gens et leur faire comprendre que ce sont des lieux sécurisés. Oui, Alexandre, je pense. Les caméras, elles prennent pas la vitesse. Hein. Donc après, il y a les radars mobiles, il y a le radar mobile et le radar pédagogique qui sont installés à chaque fois qu'on nous signale une rue dans laquelle les gens vont trop vite. On fait des analyses de la vitesse pendant 15 jours sur une rue. Et à partir de là, on réfléchit à soit des aménagements, soit des contrôles de vitesse, cette fois-ci avec le radar. Donc après, le problème, c'est qu'on ne peut pas être 100% du temps devant les écoles pour ça. Et la police y va assez régulièrement devant les écoles, mais on ne peut pas avoir une présence permanente des policiers sur tous les points. Non, par contre, on a quand même une police municipale qui est très présente, que ce soit le matin
à l'entrée ou le soir à la sortie des écoles. En complément, effectivement, on peut peut-être imaginer faire un effort complémentaire sur la signalétique, sur l'aménagement des passages piétons, la sécurisation de ces passages piétons. Mais de là à installer des caméras sur tous les points potentiellement sensibles en termes de sécurité routière de la commune, là, pour le coup, ça supposerait un budget particulièrement conséquent et je ne suis pas sûr qu'on ait les moyens de mettre des caméras partout. Et puis, au-delà de ça, est-ce qu'il faut mettre des caméras partout? On peut aussi se poser la question. Voilà. Sur le... Oui. C'est Sylvie Dinalo, je voulais juste intervenir pour la signalétique, c'est dans les tuyaux avec la CAM pour de la signalétique aux abords des écoles. D'accord, très bien. Merci Sylvie. Le point 3 qui te concerne aussi, Sylvie, puisque la question que soulevait Alexandre Da Silva concernait le renouvellement du fonds de nos bibliothèques scolaires en livres et en jeux de société. Alors, pour tout dire, j'en suis à ma 2e mandature, donc j'ai fait tous les conseils d'école de toutes les écoles, donc depuis 7 ans. Et autant l'équipe enseignante que les représentants des parents d'élèves m'ont jamais posé cette question-là, donc je ne comprends pas le but de votre question, en fait, Monsieur Da Silva. Alors, en tant que parent d'élève, en fait, je suis allé visiter l'école de mon fils et j'ai trouvé les installations qui étaient assez sympas sur le fait qu'ils avaient des bibliothèques assez ludiques et bien organisées. Et ma question était plutôt de continuer à les aider à développer ces systèmes de bibliothèques parce que j'ai cru comprendre que les livres étaient faits soit par des dons, soit par d'autres organismes ou des parents qui avaient des livres en trop et qui leur donnaient. Et je trouvais ça dommage qu'il n'y ait pas plus de mise à jour à ce niveau-là, au niveau des livres. Et également, je me disais qu'on pouvait, je sais pas, mais ça serait à étudier parce que je sais que les abonnements à ces organismes de livres que peuvent recevoir les écoles au quotidien ne sont pas des abonnements qui coûtent excessivement cher et ils pourraient recevoir des nouveautés afin d'alimenter ce petit vivier de livres qu'ils ont. Et j'ai vu qu'il existait même des abonnements à des jeux de société où les gens reçoivent tous les mois un jeu. Mais après, il faut voir en termes de budget, mais ça ne représente pas des milliers et des cents qui pourraient être répercutés sur les 3 écoles. Ça serait nouveau, ludique et ça leur apporterait un petit peu plus de trucs récents et ça permettrait également, comme je pense tout de suite au Club Mickey, il y en a qui n'ont pas forcément les parents qui ont les moyens de s'abonner tous les 4 matins au Club Mickey, là ils pourraient le recevoir dans toutes les écoles. C'est une idée. Alors cette idée, il faudrait que vous la donniez aux directrices d'école parce qu'en fait là vous êtes en train de parler de tout ce qui est temps éducatif et temps scolaire et là nous sommes là pour les accompagner et les aider mais pas pour remonter les projets et avoir les idées on va dire à leur place. En fait c'est les directrices qui doivent insuffler la demande et non pas nous. Je veux dire ce que vous demandez c'est en fait c'est aux directrices d'école qu'il faut en parler, pas au conseil municipal en fait. Et puis, c'est peut-être une demande qu'il faudrait faire transiter par les associations de parents. Et par les parents d'élèves. Voilà. Au conseil d'école, si vous voulez, effectivement, parce que c'est un questionnement que vous vous êtes fait, vous, en tant que papa. Mais c'est pas... Enfin, je veux dire, c'est du ressort des équipes enseignantes et des écoles et non pas du conseil municipal, en fait. En fait, ma question était simple. C'était juste de savoir si, exemple, s'ils venaient à faire une demande pour avoir une subvention à ce niveau-là, si on pouvait dire oui ou non. Et après, s'ils veulent la faire, ils pourront la faire. Mais en tout cas, déjà avoir votre point de vue. C'est ce qu'ils ont toujours fait, Monsieur Da Silva. Les conseils d'école aussi servent à ça. Je veux dire, on discute autant des demandes des parents, des représentants des parents d'élèves que de l'équipe enseignante. Et après, on voit après nous ce qu'on fait, mais c'est pas l'inverse en fait. Et là, vous me faites faire l'inverse et non. Quand je trouve des choses bien, j'aime bien que ça continue, c'est pour ça. Eh bien, il n'y a pas de souci, mais il faut que ça transite par l'école et non pas directement au conseil municipal. C'est des idées que peuvent avoir les équipes enseignantes et les représentants des parents d'élèves, mais qu'on ne peut pas avoir à leur place, puisque c'est quand même les directrices d'école et les équipes enseignantes qui décident de quoi mettre autant pédagogiquement qu'en livre, en ce que vous voulez. C'est elles qui décident quand même de ce qu'elles font et ce qu'elles veulent avoir sur le temps scolaire pour les enfants. Okay. Oui, j'entends. C'est pour ça que je sais que, en plus, je suis le premier concerné avec mon enfant et je sais qu'ils ont un temps de lecture où ils les emmènent dans cette petite bibliothèque et ils lisent. Donc, c'est pour ça que je me suis juste posé la question de savoir s'ils auraient pu avoir des...
Alors, elle doit leur convenir parce qu'il n'y a jamais eu aucun questionnement, ni de la part des représentants des parents, ni de la part des équipes enseignantes par rapport à la bibliothèque. Enfin, aux bibliothèques en général. Quoi qu'il en soit, s'il y a une idée qui est bonne et qui remonte, on l'accompagnera. Hein, voilà. Exactement, comme on a toujours fait. Merci, Sylvie. La dernière question d'Alexandre concernait le coût de la foire à la Pancette. Alors, je ne suis pas sûr, je parle sous le contrôle de Sylvain, je ne suis pas sûr qu'on ait fait un bilan financier de la foire à la Pancette. Je renvoie la question à... On n'a pas fait le bilan financier. Xavier, est-ce qu'il a côté? S'il peut donner quelques chiffres, on n'a pas fait le bilan financier. Pour l'année prochaine. On avait commencé de le faire, mais il faudrait qu'on le finalise. Donc, exactement. Le présenter, il n'y a pas de problème. Donc, au prochain conseil, Alexandre, tu auras la réponse à ta question. Ok, merci. Bien, on a, de mon point de vue, épuisé toutes les questions diverses. Donc, si vous en êtes d'accord, je vous propose qu'on clôture ce conseil municipal. Je vous remercie toutes et tous pour votre attention, votre participation. Et je vous souhaite, même en comité restreint, d'excellentes fêtes de fin d'année. Voilà, à tout bientôt, à l'année prochaine. Merci. Merci à vous. Bonne fête à tous. Merci. Bonne soirée. Bonne fête à tous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Bonne fête à tous. Bonne fête à tous.